Châtel, c'est dans le Morbihan, plus exactement dans le pays d'Auray, un secteur où vivent 91 000 personnes et qui regroupe 2 communautés de communes et 28 communes. Comme illustre ce joli marché, c'est un territoire à la fois tourné vers la mer, Belle-Île-en-Mer et Éthique ne sont d'ailleurs pas très loin d'ici, mais aussi vers la terre. À quelques kilomètres de là est né il y a 3 ans l'Écloserie, un incubateur d'entreprise situé à Plouarnel, avenue de l'Océan. Ici se créent des entreprises innovantes grâce notamment au financement européen. Je vous dis Quiberon, Erdeven, la Trinité-sur-Mer ou encore Carnac, ça représente peut-être de beaux souvenirs pour vous. Ça représente aussi un enjeu stratégique pour le pays d'Auray et ça l'Europe l'a bien compris en contribuant financièrement à la concrétisation de nombreuses initiatives. L'aménagement de la criée de Quiberon pour valoriser les produits de la pêche durable, le démonstrateur d'hydrolienne à Pels, le futur pôle d'échange multimodal à Auray qui pourrait accueillir 1,4 million de passagers à l'horizon 2030 ou encore le projet Être jeune à Bénil. C'était l'Europe et vous depuis le pays d'Auray. À bientôt sur TBO, TV Sud et TVR. Voilà cette petite vidéo d'introduction qui montre un petit peu qu'il y a une grande variété de projets qui peuvent être accompagnés par l'Europe dans nos territoires et donc le pays d'Auray. Et ça permet de faire la transition avec Madame Salami Dakta, du coup, qui pour la région, pour nous dire un petit peu comment la région fonctionne, quels sont les liens avec les territoires et comment l'Europe accompagne nos territoires. Voilà. Si ça vous va, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation. C'est un grand plaisir, c'est un réel plaisir d'y participer. C'était aussi un grand plaisir d'entendre Madame Hutin qui parle, comme toujours, avec beaucoup d'émotion et de sincérité de l'Europe. Alors, moi, je suis, comme vous l'avez dit, Dakta Salami, je suis en charge de l'Europe et l'international au Conseil régional de Bretagne. Et quand on dit en charge de l'Europe, c'est aussi la gestion des fonds européens sur lesquels j'essaie de donner quelques informations. Mais peut-être le dire depuis 2016, donc la date de référendum sur le Brexit, nous avons passé par plusieurs étapes. Tout d'abord, la sidération, la compréhension par rapport à ce qui s'est passé. Ensuite, l'analyse de la situation. On était la première région française, peut-être même européenne, en tout cas parmi les premières régions européennes, d'avoir saisi le Conseil économique et social, de faire une étude assez fine sur l'impact de Brexit sur notre région. Et enfin, la phase de négociation. Évidemment, nous avons déployé des forces sur les grands sujets de Brexit, sur la pêche évidemment, mais aussi sur le port, sur les programmes Interreg, sur l'Erasmus, sur lequel on a encore des choses à faire, et aussi dans le cadre financier pluriannuel du budget européen. Toujours, c'était une introduction pour dire que l'accord qui s'est passé fin décembre, qui nous a rassurés, pour nous, ce n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. C'est un point de départ pour aller sur d'autres horizons. Mais pour donner quelques éléments de contexte, initialement, les divergences en termes de développement économique entre les régions des 6 pays fondateurs étaient relativement faibles. Ensuite, au cours des élargissements successifs, l'écart entre les pays membres s'est creusé et les déséquilibres entre les régions de ces pays ont vu le jour au sein de l'Union européenne. C'est pourquoi, en 1992, le traité de Maastricht introduit des importantes modifications dans le domaine de la politique régionale. Et aujourd'hui, la politique de cohésion européenne représente un tiers du budget de l'Union européenne. Son objectif est de converger, d'une convergence possible économique, sociale et territoriale entre toutes les régions des pays membres de l'Union européenne.
Le renouvellement des politiques européennes et donc le financement qui assume ces politiques-là s'effectue tous les 7 ans. Et avec le divorce britannique, on avait peur que l'adoption d'un budget européen soit au rabais parce que le Royaume-Uni était un pays contributeur. Or, heureusement, ce budget qui vient d'être adopté porte de réelles ambitions et il conforte l'introduction spécifique aussi des enveloppes sur les plans de relance sur lesquels je reviendrai à la fin et on aura le temps d'en échanger pendant le débat. Alors, pour la première fois, la France, dans la programmation de 2014-2020, les conseils régionaux deviennent autorités de gestion d'un certain programme européen. C'est-à-dire, ils gèrent les crédits européens, ils les sélectionnent et ils cofinancent par ces crédits européens des projets sur notre territoire. Les fonds européens, aujourd'hui, représentent 20% des budgets d'investissement des régions françaises. Dans cette période 2014-2020, la région a eu presque 1 milliard d'euros, plus exactement 917 millions d'euros. Aujourd'hui, 800 millions d'euros sont programmés. Cela représente plus de 25 000 projets sur l'ensemble de Bretagne. Ces projets passent de l'agriculture, de la recherche, de l'innovation, de la formation des demandeurs d'emploi, passant par le développement industriel, la mobilité internationale des jeunes, etc., etc. L'Europe est donc devenue un partenaire incontournable avec des outils spécifiques au service de nos territoires et des citoyens. On l'a dit peut-être un petit peu dans le petite vidéo que vous l'avez projetée. Si je me contente du pays doré, j'ai des chiffres un peu plus importants que ce qui a été annoncé. Nous avons 7 millions d'euros environ entre 2014 et 2007 qui ont été investis sur le pays doré. Ce chiffre reste aussi incomplet parce que je ne prends pas en compte toutes les aides directes qu'il existe entre les commissions et les territoires. Moi, je peux citer plusieurs chantiers, par exemple le chantier Bretagne-Abels, on a parlé aussi dans la petite vidéo, qui posait pour investissement dans les productions d'électricité renouvelable au profit des exploitations ostéricoles. Nous avons, l'Europe a investi dans la rénovation thermique des résidences Jean de Montfort, qui sur 28 pavillons locatifs, ce qui a permis un budget beaucoup moins important dans les dépenses énergétiques pour les locataires de ces logements-là. Je peux parler de chantier d'insertion patrimoine pour rénover le pont de Brec avec le soutien de l'Europe. Tous les ans, 60 personnes peuvent bénéficier de ce chantier d'insertion. Il y a aussi le développement du café connecté pour les seniors. On sait qu'aujourd'hui, surtout après la Covid, on voit que la fracture du numérique devient quelque chose d'important pour nos concitoyens. Et avec cette aide européenne, et tous les ans, notamment les seniors qui sont un peu éloignés du champ numérique, ont pu avoir des clés pour avoir les connaissances nécessaires dans le champ numérique. La jeunesse, nous savons que c'est un axe très important pour le Pays Doré, pour les élus de Pays Doré. Et là encore, l'Europe est intervenue dans l'animation avec les jeunes sur les enjeux écologiques, sur les déchets, mais aussi avec les jeunes travailleurs de Quiberon, etc., etc. Il y a aussi l'intervention de l'Europe sur le très haut débit, etc. Donc, c'est simplement à travers de ces exemples qui ne sont pas exhaustifs, de dire on retrouve l'Europe dans tous les territoires, littoral, urbain, rural, dans toutes les catégories d'âge, les plus âgés jusqu'aux plus jeunes.
Alors, comme je vous disais, pour cette période, parce que les négociations ont eu lieu et continuent d'ailleurs sur le budget, sur le cadre pluriannuel financier, nous avions cette peur pour qu'on ait moins de financement pour investir sur nos territoires. Et là, ce qu'elle a dit, Madame Mutin, à chaque fois que l'Europe est en face d'un problème crucial, là, elle se saisit. Et on a pu non seulement négocier un budget à la hauteur des enjeux, mais aller aussi pour la première fois, l'Union européenne s'est endettée pour venir en aide sur de plans de relance européens, comme on l'appelle, pour reconstruire après post-crise Covid. Sur cette enveloppe, que je vais essayer de le dire très succinctement, sur cette programmation, la région Bretagne sera éligible comme la dernière fois sur ces fonds. Donc, on dit FEDER, sur tout ce qui est le développement urbain, tout ce qui est les soutiens sur les financements pour la recherche, sur l'accompagnement des entreprises, mais aussi tout ce qui est des problèmes environnementaux, des transitions écologiques, et des transitions énergétiques. Il est aussi éligible sur le FEAMP, le fonds qui est pour de maritime et la pêche, le FEADER pour le développement rural et l'agriculture, et FSE une partie pour tout ce qui est formation des demandeurs d'emploi. Mais chaque fonds dont je vous ai parlé a une logique et une temporalité différente. Le Conseil régional de Bretagne, comme toutes les autres régions françaises, auront la main sur le FEDER, tout ce qui était le développement urbain. C'est-à-dire qu'ils peuvent sélectionner en fonction des priorités qui ont été co-construites avec les différents territoires et sélectionner les projets des territoires. En revanche, pour le FEADER, nous étions aussi autorité de gestion, tout ce qui est le fonds qui était pour l'agriculture et le développement rural, et malheureusement, là, la région ne conserve qu'une partie, et la grande partie qui est sur la reconversion de l'agriculture en agriculture biologique revient à l'État. Et là encore, nous avons eu, c'était une décision nationale qui n'a rien à voir avec l'Europe, c'est la décision de l'État français de recentraliser ce fonds, ce qu'on le regrette un peu, parce que nous, à la région Bretagne, on allait encore plus loin. On disait que pour mobiliser les leviers nécessaires pour la transition nécessaire dans le domaine agriculture, il fallait même régionaliser la PAC. Non seulement FEADER, qui est le deuxième pilier de la PAC, mais aussi le premier pilier. On n'a pas été entendu, mais on va toujours continuer à convaincre pour dire que la régionalisation serait au profit des territoires. Et pour les autres fonds, pour le FEAMP et le FSE, nous restons comme ça a été le cas dans la génération 2014-2020. Et enfin, comme je vous disais, la particularité, c'était le plan de relance. Le plan de relance était scindé en deux. Pour ce qui est national, niveau l'État français, 40 milliards d'euros ont été octroyés à l'État français. Et après, il y a une autre part qui est à la disposition des régions. Pour la Bretagne, nous avons aux alentours de 94 millions d'euros. C'est quelque chose, c'est un outil qui sera nécessaire parce que nous savons très bien aujourd'hui, pour toutes les transitions, transition écologique, transition énergétique, transition dans le domaine économique, nous avons besoin aussi non seulement un objectif, une vision, etc., mais nous avons besoin des leviers financiers. Et ce soutien de l'Europe
pour accompagner les projets régionaux seront vraiment bienvenus pour nous accompagner dans cette transition. Et enfin, je voudrais finir. Si l'Europe a été présente dans ce moment de crise, c'est à nous aujourd'hui, collectivement, à nous les élus, à nous les collectivités, mais aussi à tous les citoyens, de faire connaître l'Europe dans sa présence sur les territoires. C'est une raison supplémentaire pour aimer l'Europe et à nous de nous inscrire dans cette perspective stimulante. Voilà. J'espère Merci à vous pour ce témoignage. Je ne sais pas s'il y a des questions de votre part, vous qui êtes derrière vos écrans. Moi, j'avais une question à poser. Donc, c'est Philippe Leray, donc je préside la communauté de communes Auray-Quiberon et président du Pays d'Auray. Donc, je salue également la présence de Madame la députée qui vient d'arriver. Mais en même temps, ça va faire un petit peu le lien avec vous. Vous qui êtes conseiller régional, vous abordez un sujet qui est éminemment important, qui est la régionalisation des aides. Et effectivement, on voit bien, la France, c'est la somme de ces territoires, c'est toute la dynamique de ces territoires qui font en fait notre pays, sachant que bien sûr, on n'est pas, j'allais dire, la Bretagne n'est pas non plus à part de notre pays. Moi, je suis profondément attaché à notre République, autant que je suis extrêmement attaché à l'Europe. Je crois que cette régionalisation des aides, à mon avis, elle est essentielle à prendre. Pour plein de raisons, c'est qu'on voit bien le paysage agricole, notamment, est en train de changer. Il y a des transitions à mettre en œuvre qui sont prises, mais qui ne sont pas suffisamment prises. Et si on n'a pas l'effet levier, je l'avais cité tout à l'heure, si on prend le montant de la PAC aujourd'hui, si on ne donne pas, j'allais dire, ce n'est pas une question de verdissement, c'est beaucoup plus fort que ça. Si on ne donne pas une orientation de cette PAC rapidement, à destination, j'allais dire, de la production, on est en train de mettre en place des circuits courts, on est en train de mettre en place des économies circulaires, on est en train de mettre en place de quelque part de la recyclerie de plein d'objets. Sur l'agriculture, on voit bien, on a de moins en moins de producteurs qui sont capables aujourd'hui de répondre à l'attente de notre industrie agroalimentaire. Donc, il faut imaginer une agriculture un peu différente. Donc, cette transition, il faut la prendre rapidement parce que dans 10 ans, il ne sera pas trop tard, mais presque. Je vois bien une photographie du Pays d'Auray aujourd'hui. Je crois que dans 10 ans, on n'a quasiment plus de producteurs de lait. Parce qu'ils ne seront jamais capables de lutter face au reste du monde sur des prix où le prix aujourd'hui est extrêmement bas. Personne n'a envie de s'installer pour produire du lait à pas cher. Je ne parle pas de la production porcine, etc. Donc, il faut que cette PAC soit réorientée. Parce qu'on va rater le coche. Donc, c'est certainement l'angle financier, mais il est éminemment politique. Et voilà, moi, quelque part, je vous ramène la barre, mais nos États membres doivent être extrêmement attentifs, et l'État français doit être extrêmement attentif à cette orientation à prendre. C'est un vrai effet levier sur des politiques. Sinon, on ne réussira pas, ou on réussira avec beaucoup trop de retard. Je ne peux que partager ce que vous avez dit, parce que si on a demandé la régionalisation de la PAC, ce n'est pas une formulation pour marquer sa différence, c'est parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité. Nous avons des régions européennes partenaires qui sont dans cette régionalisation de la PAC, et on voit comment ils peuvent être beaucoup plus agiles dans cette transition qui est demandée par les citoyens. C'est une nécessité aussi pour la préservation de la planète, mais nos agriculteurs à nous aussi, ils veulent s'inscrire dans cette transition. C'est un souhait de participer, mais pour ça, il faut donner les moyens de la transformation. Et ces moyens de la transformation, il faut qu'ils soient à une échelle les plus pertinente. Quand nous avions FEADER, la gestion de FEADER, nous avons pu, quand on a connu la crise porcine, il me semble que c'était en 2015 ou 2016 en Bretagne, nous avons pu débloquer les fonds nécessaires pour parvenir à résoudre cette crise porcine. C'est pourquoi, nous, au Conseil régional de Bretagne, nous avions pensé aussi que vraiment pour inscrire la Bretagne dans cette transformation, nous avons besoin de ce levier-là.
Malheureusement, on n'a pas été entendu, mais là encore une fois, ce n'est pas du fait de l'Europe, parce qu'il y a un grand nombre de pays européens qui sont dans cette démarche-là. C'est plus la culture française qui reste très centralisatrice. Et c'est pour changer la culture française, c'est encore plus compliqué que d'aller convaincre l'Union européenne. Absolument. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Pas de questions du coup. On a une question de Marie Dubois. Est-il vrai que l'Union européenne finance mieux l'agriculture conventionnelle que l'agriculture biologique? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ou des tendances? Alors peut-être pas des chiffres, hein, mais… Je ne peux pas le dire avec des chiffres, mais c'est vrai que le premier pilier de la PAC qui intervient qui aide plus par hectare, de fait, ce premier pilier de la PAC, quelque part, encourage cette production productiviste. Et c'est pour ça que il faudrait radicalement, et c'est en discussion par ailleurs, parce que tout ce qui est FEADER ne sera autant pour les autres fonds, la mise en œuvre, c'est pour l'année 2021, cette année-là, et pour le FEADER et la PAC, c'est dans 2 ans, c'est en 2023. Donc, tout est en discussion et tout est en négociation. Mais de fait, avec les règlements d'aujourd'hui, avec le premier pilier de la PAC, tel sur les critères qui sont en vigueur, c'est vrai qu'on va plus dans l'incitation et l'encouragement de la production conventionnelle. Ce n'est pas le cas pour le FEADER, parce que le nombre de conversions des exploitations agricoles en Bretagne en agriculture biologique ou respectueux de normes environnementales a fait un bond entre 2014 et 2020. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage et pour ces réponses aux questions, du coup.